Bienvenue sur le podcast The Flares. Bienvenue sur le podcast La Prospective de The Flares. Je reçois Gabriel Alfour. Comment ça va, Gabriel? Tranquillement, merci de m'inviter. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Quel a été ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la sécurité de l'IA ou au domaine de l'intelligence artificielle en particulier? Je suis Gabriel Alfour, je suis CTO Conjecture, une start-up qui travaille notamment sur la sûreté de l'IA. Et je suis advisor, j'ai pas le mot en français, c'est pas grave. Conseiller. Je sais pas si c'est le même parce que c'est pas grave. Advisor à Control AI, qui est une association qui fait de la sensibilisation et de l'information sur les sujets liés à la politique de l'IA, la gouvernance, etc. Mon parcours, j'ai fait une grande école, en informatique fondamentale. Je suis parti avant la fin pour faire ma boîte. J'ai fait une boîte en langage de programmation et ensuite en algorithme de consensus distribué. En 2020, il y a eu GPT-3 qui est arrivé et ça a un peu changé mes perspectives dans le sens où ça m'a montré que tout ce qui était IA générale risquait d'arriver beaucoup plus tôt que ce à quoi je m'attendais. Et là où je voyais ça comme des sujets d'avenir pour les prochaines décennies, etc., c'est devenu un sujet beaucoup plus court terme et plus important. Et je me suis reconverti vers ça parce que je considérais que c'était important d'assurer une bonne transition. Ouais. Et donc après, dans la logique, t'as rejoint Conjecture ou t'as cofondé Conjecture, c'est passé comment? Au début, je suis allé en ligne parce que je passais beaucoup de temps en ligne. Mes activités, mes entreprises étaient remote. Donc, je passais la plupart de mon temps en ligne, de mon temps professionnel en ligne. J'ai rejoint le plus grand serveur à l'époque sur l'IA qui était Eleuther AI, où les gens développaient des modèles d'IA. Donc à l'époque, il y avait GPT-J, GPT NeoX 20B, tout ça c'était avant Llama. C'était les plus gros modèles open source à l'époque. Donc je suis allé sur le serveur pour voir ce qui s'y faisait, etc. J'ai contacté l'administrateur qui est Connor Leahy et avec lui on a décidé de cofonder Conjecture avec l'optique où une structure de start-up permet de beaucoup plus contrôler ce qui est fait que des bénévoles dans une communauté en ligne sur un serveur Discord, etc. D'accord, ouais. Et donc, Conjecture, est-ce que tu pourrais m'en dire plus? En quoi consiste cette organisation, cette start-up et la mission principale et vos actions? Le but de Conjecture, c'était principalement de travailler sur la recherche technique sur la sûreté de l'IA. Donc précisément, nous, ce qui nous intéressait, c'était les mécanismes techniques qui permettent de contrôler des IA, mais qui fonctionnent avec des IA actuelles jusqu'aux IA générales. Donc le but, c'est pas d'avoir des techniques forcément myopiques, court-termistes ou trop optimisées pour les IA actuelles, de voir est-ce qu'on pouvait élaborer, établir, améliorer des techniques existantes dans une perspective de pouvoir les utiliser sur des IA générales. La première année, on a fait plein de choses différentes, on a entraîné nos propres modèles, on a essayé plein de techniques de l'état de l'art, que ce soit des trucs très abstraits, on a même fait un incubateur de recherche abstraite, ou des trucs beaucoup plus concrets, genre l'interprétabilité mécanistique, la psychologie des LLM, etc. La conclusion qu'on a eue au bout de 18 mois, c'était que la plupart des techniques existantes n'étaient pas bonnes pour ça. Et du coup, avec ce recul-là, on a établi notre propre agenda, qui était l'agenda de l'émulation cognitive. Donc c'était notre take, on pourra en parler ou non, sur la recherche IA technique. Ça a continué jusqu'à fin 2024, début 2025. À ce moment-là, on s'est regardé dans les yeux et on était en mode on a fait du progrès mais pas suffisamment pour arriver au résultat qu'on escomptait, qu'on désirait. Du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, depuis 2025, on est en réorientation. Il y a une partie qui se focalise sur des activités de start-up, juste faire de l'argent, et l'autre partie qui va un peu plus vers ce qu'on appelle AI Policy and Governance, donc plus politique, géopolitique de l'IA et les contributions techniques qu'on peut y faire, quoi. Ok. Je pense oui, on reviendra en détail probablement sur les aspects techniques et tout ça de Conjecture, ce que vous faites. Mais avant ça, peut-être faire un bilan du paysage de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Juste avant, une petite question quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de cette, on va dire, discipline de la sûreté de l'IA, etc., qui sont aussi très proches du mouvement altruiste efficace. Je voulais savoir si c'était aussi ton cas. Voilà, une question qui est d'intérêt personnel. Idéologiquement, pas spécialement, mais j'ai beaucoup d'amis qui en font partie, d'amis, connaissances professionnelles, etc. Donc j'en suis socialement proche, mais dans les
tenant idéologique, pas spécialement. Ok. Je tiens en grande partie l'altruisme efficace pour beaucoup de problèmes qu'on a maintenant dans l'IA. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, ouais, notamment à travers, OpenAI, c'est un peu on va dire offshoot. Anthropic, même beaucoup de gens à DeepMind, etc. Enfin, il y a eu beaucoup, comment on dit, d'interactions entre le monde IA et le monde des entreprises qui ont, on va dire, lancé la course à l'armement dans l'IA, quoi. Ok. Bon, oui, du coup, par rapport à cette course à l'armement, aujourd'hui, l'état de lieu des capacités de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a pas mal de gens, j'imagine, peut-être, qui nous écoutent, qui se disent, bon, ok, ces histoires d'IA, j'ai essayé ChatGPT en 2023, c'était impressionnant, mais bon, il y a aussi beaucoup d'erreurs, et finalement, j'ai arrêté parce que c'était pas vraiment intéressant tout ça. Et donc, il y a quand même énormément de progrès depuis. Enfin, c'est difficile de garder de prendre le pouls de tout ce qui se passe, à quel point ça avance vite. Donc, qu'est-ce que les modèles les plus avancés sont réellement capables de faire aujourd'hui, et en quoi ça pose potentiellement des risques? Il y a énormément de choses dont on peut parler. Ça dépend des axes qui nous intéressent. Je pense quelques-uns qui sont intéressants parce que les gens y pensent pas forcément. Le premier, ça va être dans la recherche technique. Il y a Scott Aronson qui est un chercheur en informatique fondamentale, notamment sur les algorithmes quantiques, qui a publié un papier où ChatGPT 5 a fait des éléments de preuve importants. J'ai oublié ces mots, il me semble, il disait un truc du style « si un étudiant avait fait ça, j'aurais trouvé ça très intelligent » ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça, c'était le genre de choses qui n'étaient pas possibles il y a 2 ans. Juste dans les 6 derniers mois, j'ai fait quelques démonstrations en interne, aussi quelques petits projets en externe, notamment microcommit.io. Tous ces projets-là se sont faits super rapidement parce que maintenant, en programmant avec IA, il y a plein de choses qui, à l'époque, m'auraient pris des semaines de temps personnel, etc., où maintenant, je peux les faire juste en quelques heures. Ou à l'époque, soit j'aurais dû les faire moi-même en quelques semaines, soit j'aurais dû embaucher des sous-traitants et ça aurait pris des mois et beaucoup de meetings, etc. Donc ça, c'est des choses très récentes qui n'étaient pas possibles à l'époque. Sur la génération d'images, on avait Midjourney qui avait un peu pic il y a 1 an. Je sais pas si la génération d'images est forcément meilleure qu'il y a 1 an, mais en tout cas, elle est beaucoup moins chère. Elle est beaucoup plus accessible. Et maintenant, on a aussi de la génération de vidéos qui se fait de manière très convaincante, etc. Si on rentre dans la génération de la voix, ça c'est complètement résolu. On a maintenant des modèles open source, et il me semble on a même qui tournent dans le navigateur de faire du clonage de voix. Donc il y a beaucoup de choses qui se font de ces côtés-là. Donc ça c'est les risques de ce côté-là, ils sont assez évidents. Hein, si on peut générer de la vidéo, si on peut émuler de la voix, etc. Un autre endroit où il y a eu énormément de progrès qui est pas forcément visible, c'est concernant la persuasion. On a des IA qui sont de plus en plus persuasives maintenant, en fait. Ça se manifeste via plein de choses. Il y en a qui parlent de psychose de l'IA, où on a des gens qui ont des relations très toxiques avec des IA qui vont les renforcer dans de mauvaises idées, etc. Ce qui est possible que parce que maintenant les IA sont très convaincantes. On a des gens beaucoup plus qui ont des relations romantiques avec des IA, qui viennent du fait que ces IA soient convaincantes. Donc ça, c'est des trucs qui sont un peu folkloriques, on va dire. Et on peut toujours se dire que ce sont des extrêmes ou ce genre de choses. Je pense que le risque principal des IA persuasives, c'est pas ça. Le risque principal, c'est que sur les réseaux sociaux, ça devient beaucoup plus difficile de distinguer les bots des humains. Il y a un truc qui s'est passé il y a pas longtemps. Il y a Vitalik, qui est quelqu'un de la communauté blockchain, le créateur d'Ethereum. On parle souvent de gouvernance, etc. Et j'avais fait un tweet où il a répondu directement au lieu en privé. Et à ce moment-là, il y a eu une avalanche de bots, mais vraiment la lie de l'humanité. J'ai à la limite désinstallé immédiatement Twitter par dégoût. Ouais, je vois. Et il y avait quelques réponses qui avaient l'air d'être écrites par des humains, donc j'ai voulu vérifier pour voir ce qu'il en était. Et quand je suis allé sur les profils, en fait non, c'était des bots. C'est juste, en fait, ces gens-là utilisent des LLM pour avoir l'air humain sur plein de sujets. Puis ensuite, quand on va sur leur profil, on voit qu'ils sont en train de vendre plein de trucs crypto, plein de scams, etc., etc. Du coup, pour moi, c'est plus ça le problème de la super persuasion, c'est que ça devient très difficile de pouvoir faire confiance à des gens en ligne. À partir de ce moment-là, l'opinion est très facilement manipulable, etc. Là, j'ai parlé de la crypto parce que c'est un sujet un peu folklorique, un peu amusant, et les bots sont toujours... c'est toujours vendre les pires choses possibles qui servent absolument à rien, ce genre de choses. Mais si on rentre dans des sujets politiques, il y a énormément de propagande et il y a énormément maintenant de bots de propagande où certains vont avoir des opinions
qui sont volontairement polarisantes et énormément de gens vont répondre et pas se rendre compte que ce sont des bots parce qu'en fait, c'est exactement le genre de choses qui aurait pu être écrit par des humains. Donc, ça encourage la polarisation encore plus parce que le but c'est que les gens se cognent la tête finalement pendant des heures à répondre à un truc finalement qui n'était pas généré par un humain, donc on voit la perte de temps. Donc tout ça, c'est le genre de truc qui n'était pas possible il y a 2 ans. C'est juste vraiment les capacités ont vraiment se sont vraiment améliorées, ont vraiment grandi juste en l'espace de 2 ans, quoi. Ouais, et puis c'est assez récemment que les maths aussi sont en train de tomber au niveau humain des Olympiades, je sais pas quoi. C'est un modèle là. Et même en 2025, même à l'instant T, il y a une très grosse différence entre GPT-5 Instant et GPT-5 Pro. Et ça, c'est dans OpenAI. Si on part dans les modèles entre les différentes entreprises, genre si on veut comparer GPT-5 à Le Chat ou autre, il y a d'encore plus grosses différences. Et si on compare avec l'open source, il y a d'encore plus grosses différences. Donc, non seulement il y a eu énormément de progrès depuis 2 ans, mais même à l'instant T, entre un modèle gratuit open source et un modèle payant à 200 € par mois, il y a énormément de différences. Ok. Et donc, maintenant, si on pivote, dans des risques, on va dire, je sais pas, on entend souvent parler de PDOM. Je sais pas toi si tu as un chiffre à donner, mais c'est l'idée d'un risque subjectif, évidemment, d'extinction lié à l'IA. Est-ce que tu trouves que c'est un concept qui peut être utile dans le discours général ou pas? Et est-ce que toi-même, tu as tendance à donner une estimation à ce genre de choses? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. La première, c'est que plein de gens mettent tout en fait dans le concept du PDOM. Donc, je sais même pas comment on dit Doom en français. Ouais, c'est un peu compliqué parce que Doom en général, c'est l'idée de l'apocalypse, la fin du monde, ce genre de choses. Ça. Donc, bon. Du coup, il y a plein de gens mettent des choses différentes dans le PDOM. Et je trouve que, du coup, ça facilite pas vraiment la conversation parce qu'on a souvent des conversations où des gens parlent l'un à travers l'autre, en fait, répondent à des choses différentes. Où des gens vont dire, moi, ma PDOM, c'est 10%, ma PDOM, c'est 90%, mais en fait, ils pensent des choses très proches l'une de l'autre. C'est juste qu'ils le vocalisent de manière différente. Donc, je pense pas que ce soit le meilleur. Mon problème personnel principal avec ça, c'est que ça mélange des prédictions de nature très différentes. Il peut y avoir des prédictions techniques sur les capacités futures des IA. Il peut y avoir des prédictions techniques sur nos capacités à contrôler ces futures IA. Et il peut aussi y avoir juste des prédictions géopolitiques. Genre, est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce qu'on va faire les choix qu'il faut à l'échelle internationale, etc., etc. Et oui, idéalement, on est tous des polymathes avec des avis très informés, aussi bien sur la technique que la philosophie, que la géopolitique. En pratique, c'est pas le cas. Donc, chacun va avoir ses différents domaines d'expertise, etc. Et si on arrivait à opérationnaliser ça vis-à-vis les différents domaines d'expertise, je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à faire. Genre, par exemple, sur l'aspect géopolitique, au lieu de parler de PDOM, je sais pas, on pourrait parler de combien de pourcents de l'argent va être investi dans les capacités versus le contrôle, versus mesurer les conséquences ou ce genre de choses. Et on pourrait opérationnaliser ça. Ici, DOOM, ça pourrait être, il y a moins d'1% de l'argent total qui est mis dans les aspects safety, par exemple, sûreté. Et là, ce serait une prédiction qui a rien à voir avec l'aspect technique, qui est purement géopolitique, et qui, je pense, serait beaucoup plus intéressante qu'un PDOM. À l'inverse, on pourrait avoir un PDOM qui est sur l'aspect contrôle. Supposons que demain, il y ait une entreprise qui développe des IA qui puissent complètement remplacer les humains à toutes les tâches techniques. À quel point on est confiant qu'on puisse les contrôler, si ça devait arriver demain. Ça, c'est une autre opérationnalisation du PDOM. Donc, s'il y avait une opérationnalisation standard, etc., je pense que ça en ferait un concept très utile, mais actuellement, c'est pas le cas. Donc, je pense pas que ça aide à la conversation. Ok. Oui, c'est vrai que c'est souvent ça peut faire la une des journaux, quoi. Après, ça réduit tout le champ de la discipline de la sûreté de l'IA en un chiffre, et c'est un chiffre tellement arbitraire des fois qu'on se dit entre 10 et 90%, c'est bien, ouais, mais bon. Il y a aussi un truc, c'est que là, tu as mentionné presque une sorte de définition, j'ai l'impression, en disant, voilà, est-ce qu'on aura une IA qui est capable de remplacer ou de performer toutes les tâches humaines économiquement pertinentes? Est-ce que ça, pour toi, c'est la définition de l'AGI? Il y a pas mal de définitions différentes. Je pense que celle de, comment on dit, IA de remplacement, qui est celle-là, est la plus standard et la plus simple à conceptualiser. Donc, c'est celle que j'ai tendance à utiliser, mais des fois,
selon les débats, on peut avoir des définitions assez différentes. Je pense qu'elle est assez pratique, quoi. C'est vrai. Et est-ce même que... dans l'IA de remplacement, même dans cette définition, on a quand même quelques trucs différents. Par exemple, certains vont dire c'est juste pour le remplacement sur les tâches cognitives, donc purement intellectuelles. D'autres vont dire c'est le remplacement sur les tâches qui peuvent être faites avec un clavier et une souris, genre sur ordinateur. Et d'autres vont dire c'est un remplacement de toutes les tâches. Du coup, quand on rentre dans le domaine de toutes les tâches, ça veut dire qu'on a de la robotique. Ça veut dire qu'on parle d'IA qui peuvent contrôler des bras robotiques, des voitures, des drones, des avions ou ce genre de choses. Donc ça entre une autre dimension. Quand on est dans le clavier et souris, on est en train d'entrer dans l'interaction avec le monde réel, donc y compris les tâches sociales, etc. Donc en fait, même sur cette définition d'IA de remplacement, selon les contextes, on va parler d'une chose ou de l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne distinction parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être d'instinct se dire ok, une IA qui remplace tout le monde ou toutes les tâches qu'un humain peut faire, est-ce que ça inclut la vaisselle? Et là, on est assez loin encore de voir ça de notre propre, de nos propres yeux. Il y a des démonstrations évidemment qui sont faites et qui sont impressionnantes et ça va très vite aussi dans ce domaine-là, mais on a l'impression quand même qu'on n'a pas encore atteint le chat GPT de la robotique. Ça pourrait arriver avant 2030 peut-être, mais en tout cas rien que, je sais pas si tu es d'accord, mais rien que le point de non-retour, ça pourrait être la capacité d'une IA à automatiser la recherche en développement en IA qui après, il n'y a pas besoin de robots nécessairement, c'est juste ce moment-là où finalement on pourrait avoir une boucle d'auto-amélioration et là, si on n'a pas mis en place les bons modules de contrôle ou etc., on perd un peu le fil peut-être. Est-ce que toi, tu souscris au concept de FOOM, l'idée que ça peut aller très vite une fois qu'une IA peut faire de la recherche en IA et s'améliorer ou créer des instances plus intelligentes d'elles-mêmes? Je pense qu'il y a énormément de points de non-retour différents. Un exemple, par exemple, qui a strictement rien à voir, c'est on utilise de l'IA pour construire des armes de destruction encore plus massives que ce qu'on a. Et on met un IA dans la boucle, des systèmes IA dans la boucle de déclenchement. Et ici, on n'a même pas besoin que l'IA soit elle-même intelligente ou agentique, etc., pour avoir des points de non-retour. Ça, c'est un exemple où il n'y a pas besoin de FOOM, il n'y a même pas besoin d'AGI. On pourrait avoir des systèmes experts qui suffisent à développer ces systèmes, de guidage, de déclenchement et les armes elles-mêmes, ça suffirait. Donc, c'est pour ça que typiquement, je préfère la question du point de non-retour, parce qu'elle est beaucoup plus vaste. Après, FOOM, c'en est certainement un, c'est un objectif avoué de DeepMind, d'OpenAI, d'Anthropic. Je sais pas avec CI, je me doute que c'est leur objectif, mais je sais pas si c'est public, qui est d'automatiser la recherche en IA, la recherche et le développement en IA. Donc, si on arrive, après le problème c'est que la définition est tautologique, c'est si on arrive à atteindre une escape velocity, si on arrive à atteindre un seuil où effectivement l'IA arrive à s'auto-développer, s'auto-améliorer de manière parfaitement indépendante, on a atteint un seuil où l'IA peut s'améliorer de manière parfaitement indépendante. C'est tautologique. Donc, la question de si ça arrive, est-ce que ça arrive? Ma réponse, elle est oui, mais ça marche pour à peu près tout. Ouais. Après, il me semblait que dans le débat original, au niveau du FOOM, c'était des questions de timeline, quoi. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourraient arriver, une IA qui commence à enclencher ça va en quelques heures, ça devient une super intelligence artificielle, ou est-ce que c'est plutôt il y aura toujours des contraintes peut-être d'infrastructure, voilà quoi. Donc en fait, il y a plusieurs débats qui ont été eus. Je pense que celui qui a été le plus opérationnalisé, c'était par Paul Christiano sur la notion de fast take-off versus slow take-off. Et son opérationnalisation, c'est est-ce que le PIB mondial double en 2 ans avant de doubler est-ce qu'il double en 8 ans avant de doubler en 2 ans? Et du coup, ça, c'est la différence entre un fast take-off et un slow take-off. Actuellement, on voit pas le PIB mondial doubler en 8 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vu une croissance du PIB de 12,5% l'année dernière, ni cette année. Donc, du coup, actuellement, on n'est ni dans un fast take-off, ni dans un slow take-off. Le slow take-off, on parle vraiment de croissance de 10% par an, quoi. Donc, actuellement, on n'y est pas du tout. Et il y a la question de qu'est-ce qu'il faudrait pour en être. Et je pense qu'ici, on entre dans beaucoup de questions géopolitiques. C'est un argument qui avait été fait par Eliezer. Eliezer, là, pour le coup, avait fait l'argument opposé. Il disait que c'était parfaitement possible d'avoir un slow take-off, ce que les gens appelleraient un slow take-off, mais qui se matérialise pas du tout au niveau du PIB, parce que toutes les régulations actuelles empêcheraient
d'intégrer les systèmes d'IA, les gains de productivité, etc., à l'économie réelle. Actuellement, on pourrait dire que c'est ce qui se passe, avec beaucoup de guillemets, mais on pourrait dire que c'est ça. On voit une accélération progressive de l'IA, donc ce serait pas un fast take-off, ce serait un slow take-off, mais pourtant, on n'a pas cette augmentation du PIB qui était prédit par ceux qui étaient qui prédisaient un slow take-off. Donc là aussi, on rentre toujours dans les questions d'opérationnalisation. C'est le même problème qu'avec le PDOM, hein. C'est que on est toujours on se dit qu'il y a un concept ou une prédiction qui est simple, mais en fait, la prédiction fait intervenir énormément de domaines différents. Et c'est pas parce qu'on a de l'expertise dans un de ces domaines, aussi pointu soit-elle, qu'on aura suffisamment d'expertise sur les autres pour pouvoir faire une prédiction qui a de la valeur. C'est pas forcément qu'il faut être un expert en tous les domaines, mais c'est que si on n'a même pas l'expertise de base dans les autres domaines, à partir du moment où l'un de ces domaines impacte la prédiction, ça suffit à la rendre complètement mauvaise, foireuse, tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est le même genre de choses ici, quoi. Si on parle purement de FOOM, ouais, mais après ça dépend de l'opérationnalisation. Si on prend l'opérationnalisation tout à l'heure, ça devient un truc tautologique. Si on arrive à un seuil où l'IA peut doubler ses capacités tous les jours, on est arrivé à un seuil où l'IA peut doubler ses capacités tous les jours, mais ça nous avance pas. Donc il y a la question qui est plus, quel est quelle est la prédiction qui nous intéresse? C'est quoi le problème qu'on veut éviter? C'est quoi les signes qu'on veut voir? C'est plus ça les questions et c'est compliqué. Oui, c'est ça. L'impact finalement de ce que ça veut dire d'avoir une IA qui s'auto-améliore. Voilà, s'il y a un contrôle qui est opérationnel, si on est sûr du système, à la limite on se dit cool, quoi. Mais si on est incertain, puis voilà, il y a le problème du contrôle. Tu as mentionné Eliezer Yudkowsky, donc du coup la question, parce que c'est vachement d'actualité. Le livre qui est sorti récemment, si quelqu'un l'a construit, tout le monde meurt. Est-ce que tu es relativement d'accord sur le diagnostic, en étant assez. Après tu peux rentrer dans le détail si tu veux, mais je sais pas si tu as lu le livre ou pas, mais de manière générale, je pense que tu es assez familier avec les arguments d'Eliezer Yudkowsky. Je pense que là, on est dans la blague, dans le sens où si le it, quand on dit body builds it, ou si on l'a construit, ça réfère à un système qui peut tuer tout le monde ou qui va tuer tout le monde, du coup, oui, tautologiquement. Et du coup, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière? Par exemple, il y en a qui mettent la super intelligence. Et la super intelligence, il y a plusieurs seuils. Un seuil que j'aime bien mettre, c'est une IA où si on veut l'arrêter, l'humanité peut pas le faire. Cette IA est suffisamment puissante pour outsmart, pour juste battre l'humanité à son propre jeu. Et du coup, il y a la question de si on construit une telle IA, est-ce qu'on meurt? Moi, je suis plutôt partant pour oui. Ce genre de système, clairement, c'est dangereux. Mais dans cette définition, il y a aussi une notion de contrôle. Ça ressemble à une définition de capabilité, genre une IA qui est tellement puissante qu'on peut pas se battre contre elle, mais il y a aussi une notion de contrôle. Parce qu'on peut imaginer plein de seuils de capacité différents, où si nous-mêmes on était meilleurs au contrôle, on pourrait effectivement se battre contre une telle IA, ou on pourrait la maîtriser, ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a toujours la question de c'est quoi c'est quoi le it. Si on parle d'AGI, donc d'IA de remplacement, je pense que c'est là où on a l'argument de Eliezer. L'argument de Eliezer, c'est si on a une IA de remplacement, a fortiori, on a une IA qui peut automatiser la recherche et développement en IA parce qu'on a déjà des humains qui peuvent le faire. Donc on peut les remplacer, donc une IA peut faire ça de manière autonome. Donc a fortiori, n'importe quel gain de capacité qu'un humain aurait pu obtenir, cette IA peut l'obtenir. Et du coup, ça fait que cette IA peut itérativement arriver à un seuil de capacité qui est nécessaire pour dépasser l'humanité. Et du coup, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait entre ces deux instants-là? Est-ce qu'on laisse cette trajectoire s'établir ou non? Ça me paraît être beaucoup moins une question technique. Ça me paraît être une question vraiment de politique et de géopolitique. Personnellement, j'ai tendance à dire que, étant donné la situation actuelle, ouais, clairement, je veux dire, les politiques sont pas du tout en train de prendre la situation suffisamment au sérieux. On est toujours en retard sur les réseaux sociaux. On peut parler de ce qui est fait aux États-Unis, où TikTok a été voté pour être banni et c'est toujours pas banni. Ouais, c'est même en phase d'être acheté par d'autres industrialistes ou technologistes. Ouais. D'avoir une succursale américaine rachetée par des industriels américains, mais qui continuent d'utiliser les algorithmes chinois et de renvoyer les données en Chine. On a le même problème en France. En France, c'est encore pire parce qu'aux États-Unis, il y a la problématique TikTok. En France, il y a la problématique avec tous les réseaux sociaux américains. En France, on a juste accepté de se faire coloniser digitalement, virtuellement par les États-Unis. On a envoyé les données de tous les Français, les communications privées de tous les Français, les interactions sociales de tous les Français à des entreprises américaines qui en ont rien à foutre de nous. Donc sur cette trajectoire, on s'attend pas à ce que ça s'améliore. Et actuellement, sur l'IA, c'est la même chose qu'on voit.
Donc, il y avait eu, il me semble, pendant 1 ou 2 semaines, l'Italie qui avait banni ChatGPT il y a 3 ans. Ouais, c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est les premiers en Europe à avoir passé des législations, des règlements, des régulations sur l'IA. Je sais plus exactement les détails. Oui, ils sont assez, ouais, en avance, on va dire, par rapport au reste, mais ça reste. Mais ça reste très léger. On est sur des trucs où les gens créent des relations parasociales avec ces IA, les étudiants trichent massivement avec ça, ça percole à peu près tous les domaines de la société, on a du deepfake, on a de l'arnaque automatisée, etc., etc. On est très très loin du niveau de réactivité nécessaire pour faire face à une IA de remplacement qui serait en trajectoire d'auto-amélioration. Actuellement, juste avec des sujets de il y a 15 ans, des réseaux sociaux d'il y a 15 ans, on est toujours en train de galérer sur des IA qui sont très statiques, qui sont absolument pas agentiques, qui créent pas du contenu, qui sont juste là à sélectionner le contenu que les gens voient. Juste avec ce type d'IA, on est déjà en galère. Donc, c'est pour ça que ma prédiction politique ou géopolitique, c'est pas quand on a une IA de remplacement, tout à coup, tous les gouvernements deviennent compétents. Il manque une étape logique, une étape causale, quoi. Et on pourrait même dire que les gouvernements, ils vont être amenés à mettre des IA à leur place, quoi. Parce que là, on avait vu, c'est peut-être plus un coup de chose, mais l'Albanie, je crois qu'ils ont mis en place un système d'intelligence artificielle à la place enfin, je sais pas trop c'est quoi ce système. Il y avait, c'est un petit peu, ouais. Après tout, vu enfin, je sais pas, c'est difficile. Est-ce que les politiciens IA seraient pas meilleurs que les politiciens humains? C'est un peu le rêve de certaines personnes, j'imagine, d'avoir quelque chose de incorruptible, parce qu'en plus l'Albanie c'est quand même un pays où la corruption est élevée au niveau politique, donc peut-être qu'ils se disent d'avoir une IA, ça permet de rééquilibrer les choses. Mais le truc c'est qu'on a déjà eu ce problème en fait. On a déjà eu l'IA qui percole partout. Il y a l'exemple des réseaux sociaux, avant ça il y avait les moteurs de recherche. On a Google qui a accès à énormément de communication privée via Gmail, etc., etc. Et on n'a pas eu le rêve techno-capitaliste optimiste. Du coup, tout le monde devient neutre, objectif, pas polarisé, etc. On a plutôt eu l'opposé, quoi, factuellement. Donc, on aurait pu dire avec des réseaux sociaux où c'est des IA qui décident de qui voit quoi au lieu de censeurs gouvernementaux, etc. On aurait dû avoir de meilleurs résultats. Factuellement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pour ça, je pense que on peut toujours faire de l'analyse géopolitique, on peut toujours faire de la prédiction, de la prospective, etc. Mais je pense que avant de faire tout ça, en première approximation, c'est très important de regarder qu'est-ce qui s'est fait sur les 10 dernières années, et on s'attend à ce que ce soit la même chose qui soit faite. Oui. Avant de réfléchir, avant de faire des analyses complexes, avant de dire mais quid de la technologie, imaginons que blablabla. Non, juste qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 prochaines années? Et on s'attend à plus de ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une perspective, intéressante sur l'histoire. De toute façon, de manière générale, parce qu'il y a des gens qui comparent la révolution de l'intelligence artificielle à peut-être des choses comme l'imprimerie, une révolution industrielle, par exemple, la deuxième révolution de l'imprimerie. Les premiers livres qui ont été écrits, c'était comment trouver des sorcières, quoi. C'était pas le siècle des Lumières qui a commencé juste après. Ça a mis du temps avant d'avoir l'humanisme, tout ça qui a démarré. Et l'intelligence artificielle, ça va probablement aussi, ou même les réseaux sociaux, on a encore pas su comment utiliser de la meilleure façon ces nouvelles technologies. L'IA qui arrive par-dessus, ça va encore accélérer les choses. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une technologie ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que c'est pas finalement plus la comparaison, ce serait l'arrivée de l'espèce humaine, enfin de l'Homo sapiens moderne il y a 300 000 ans ou plus vieux, hein. Mais voilà, par rapport au reste des autres espèces, est-ce que c'est pas la bonne comparaison à faire plutôt que dire juste ce sera une nouvelle révolution technologique? Je sais pas ce que t'en penses. Personnellement, ça me paraît plus être une question de popularisation scientifique qu'une question factuelle. Et je pense pas être le meilleur placé pour la popularisation scientifique. J'essaye et j'apprends, mais j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Personnellement, je réfléchis pas en ces termes en premier lieu, donc c'est... Ouais, non, ouais. C'est une nouvelle technologie, ça me paraît bidon. Dire c'est une nouvelle espèce, ça me paraît bidon aussi. C'est ce que c'est, quoi. Ouais, on pourra aussi analyser ça plus tard, quoi. C'est ce genre de choses où c'est avec le recul qu'on peut... Je sais pas, pour moi, si on me dit, je sais pas, est-ce que les maths c'est une nouvelle technologie ou c'est une nouvelle espèce, par exemple? Est-ce que la philosophie c'est une nouvelle technologie ou une nouvelle espèce? Est-ce que l'intelligence c'est une nouvelle technologie ou une nouvelle espèce? Est-ce qu'un gouvernement c'est une nouvelle technologie ou une nouvelle espèce? Oui, c'est un peu une discussion sur les mots, sur les définitions des termes. Après, c'est ça. C'est plus général, je suis pas très intéressé par ça. Ce qui m'intéresse, c'est plus la réalité qu'on veut décrire sous-jacente. Et je pense que c'est très facile de se leurrer avec des mots, avec des concepts très abstraits, comme je sais pas,
liberté, nouvelle espèce, technologie ou l'amour, etc. Et d'utiliser ces mots très abstraits qui sont très brillants, très parlants, mais qui au final peuvent décrire des réalités très très différentes d'une personne à l'autre. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est plus la réalité sous-jacente, quoi. Ok. Donc, il me semble que par rapport à pas mal de podcasts où t'as invité, t'as discuté, tu mentionnes pas mal le concept de l'alignement, mais en essayant de l'expliquer de manière plus large que juste l'alignement de l'IA. Donc, ça pourrait être intéressant que tu nous expliques pourquoi, qu'est-ce que ça signifie selon toi, que veut dire finalement ce terme alignement et pourquoi il s'applique pas que l'IA, quoi, finalement. Je pense que en tant qu'humain, on a créé des systèmes intelligents pendant très longtemps. Donc, il se trouve que ces systèmes n'étaient pas complètement artificiels, ça impliquait d'autres humains. On peut parler de plein de systèmes différents. Par exemple, le tribunal, les gouvernements, les réseaux sociaux qui ont leur propre intelligence, les entreprises, les systèmes de vote, où une grosse partie, on peut dire, il y a une partie des systèmes de vote qui essayent de récupérer de l'information de tout le monde, il y a une partie des systèmes de vote qui essayent de récupérer des préférences de tout le monde, les constitutions, tout ce genre de choses. Donc, on peut aussi parler des marchés. Donc, tous ces systèmes-là, en fait, on essaye de construire des systèmes qui sont intelligents. C'est pas des systèmes où on leur donne une suite d'instructions. En fait, on leur donne plutôt des objectifs et ces systèmes essayent de réaliser ces objectifs. Par exemple, quand on crée un système de marché, on n'a pas une autorité centrale qui est là à dire à toutes les entreprises optimiser cette chaîne logistique ou pour minimiser les coûts de cette manière-là avec un plan quinquennal pour chaque entreprise. C'est pas du tout ce qu'on fait. Au contraire, on essaye de créer une intelligence via des marchés. Pareil avec les gouvernements. Les constitutions sont pas là à dire tout ce que le gouvernement va faire au jour le jour. Les constitutions sont pas là à décrire quelle loi le gouvernement doit passer, quelle politique. Au contraire, les constitutions sont là pour donner des objectifs, des cadres, et ensuite c'est au gouvernement d'implémenter ces constitutions et de créer ces lois, de passer les politiques qui sont pertinentes, etc. Du coup, tout ça, c'est de l'ingénierie de systèmes intelligents. Donc, c'est des systèmes intelligents qui impliquent d'autres humains, mais ça reste des systèmes intelligents. Et il y a la question de comment on fait pour que ces systèmes œuvrent dans l'intérêt de certaines personnes, de la nation, de l'humanité, etc. Et c'est une question qui implique plein de domaines différents. On peut dire que ça implique de la psychologie, de la sociologie, de l'économie, etc. Mais je trouve que l'aspect le plus important, c'est que c'est une question d'ingénierie. Il y a une question de design qui est très importante là-dedans. Et pour moi, c'est ça la partie intéressante de l'alignement. C'est comment on crée ce genre de système pour qu'il soit dans l'intérêt des humains, de l'humanité, d'un pays, d'un groupe donné. Par exemple, on peut créer des marchés, et c'est assez clair qu'il y a des marchés qui sont très pervers, avec des dynamiques très pervers. On parle des externalités négatives, des problèmes de biens communs, etc. Et à l'inverse, on peut créer des marchés qui sont très bénéfiques. Par exemple, on peut comparer plein de marchés au plan quinquennal de Staline et communistes qui ont donné lieu à des famines, et on voit qu'on a pu en obtenir plein de choses très bénéfiques. Et du coup, il y a la question de comment concevoir, designer des marchés pour qu'ils soient bénéfiques et pour qu'ils ne créent pas de problèmes qu'on ne puisse pas gérer. Et donc ici, il y a un problème d'alignement des marchés. On a la même chose avec le gouvernement. Dans plein de domaines différents, le gouvernement agit dans notre intérêt. Dans plein d'autres domaines, on a l'impression que le gouvernement agit contre nos intérêts. Il y a la question de comment concevoir, comment implémenter un gouvernement qui agisse dans l'intérêt de la plupart. Et on est encore une fois dans une question d'alignement. Et du coup, c'est une question qui est technique, mais elle est technique au sens large. C'est technique dans le sens où on peut faire de la modélisation mathématique, mais il y a aussi énormément de sociologie, de psychologie, même de philosophie. Il y a la question de qu'est-ce qui est l'intérêt commun. Est-ce que l'intérêt commun, c'est juste ce que chacun veut faire indépendamment? Ça, c'est une vision plutôt libertarienne avec tous les problèmes qui ont déjà été discutés, etc., etc. Et du coup, pour moi, c'est ça l'alignement. C'est vraiment comment on conçoit des systèmes intelligents, comment on implémente des systèmes intelligents qui soient dans l'intérêt des gens, de l'humanité, d'un pays ou d'un groupe de personnes. Ok, c'est intéressant, ouais, la dimension vraiment de l'ingénierie et du design. Est-ce que donc du coup, ça implique qu'il y a forcément dans l'idée d'alignement, il y a un objectif on pointe dans une direction, on définit un ensemble de critères et on essaie de faire en sorte que le système aille vers ce système. Enfin, ce critère, cet objectif. Ou est-ce que, parce que j'imagine quand même que quand on parle d'un système efficace, par exemple le marché, si on veut que le marché fonctionne, il faut définir ce que ça veut dire fonctionner. Donc il y a forcément une espèce de,
pas comment on explique ça. Enfin, le terme, ça serait un objectif à atteindre, quoi. Si on fabrique une fusée, généralement, c'est qu'on veut qu'elle aille quelque part. Sinon, c'est un objet qui va aller de manière aléatoire quelque part. Ça peut être utile, mais quand on a vraiment un objectif pour un ingénieur en général, c'est de concevoir un système qui va fonctionner dans un spec sheet. Enfin, je sais pas. Ce qu'il faut et donc du coup. Un cahier des charges. Et voilà, question, je sais pas s'il y a une question là-dedans, j'imagine. Non, mais je peux quand même répondre, il n'y a pas de problème. C'est pas un hasard que je présente ça comme un problème d'ingénierie. C'est effectivement parce que je pense que sur énormément de ces problèmes, on a abandonné l'idée de faire un cahier des charges. Nos constitutions actuelles sont héritées des Lumières, même celle de la Ve République reste très proche déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc., etc. La constitution des Founding Fathers aux États-Unis est toujours d'actualité. Je trouve que à cette époque, il y avait vraiment une question de satisfaire un cahier des charges via une constitution. Ils avaient plein de critères différents. Comment on peut centraliser du pouvoir de plein de personnes pour qu'elles puissent se coordonner? Comment on peut centraliser ce pouvoir mais sans avoir des dictateurs? Comment on peut avoir un règne de la loi qui soit juste et qui traite les gens de manière égale? Il y avait énormément de spécifications, de contraintes à satisfaire et une grosse partie de la Constitution, c'était un peu de l'ingénierie, c'était un peu de résoudre ça. Et je trouve que c'est une approche qu'on a perdue. Je trouve que c'est pas un hasard qu'on n'ait pas designé de nouvelles constitutions, qu'on n'ait pas conçu de nouvelles constitutions, alors que les technologies de l'information et de la communication ont juste explosé depuis 250 ans. Faut se rendre compte qu'à l'époque des Lumières, à l'époque de l'humanisme, l'information, la vitesse maximale de transmission, c'était à dos de cheval ou via pigeon voyageur. Tout ça, le fait qu'on ait un vote tous les 5 ans, ce genre de choses, en fait, c'est la tradition qui vient de ça, où les technologies d'information et de communication étaient en fait très très lentes. Et du coup, on a conçu ces systèmes avec ces contraintes-là en tête. Actuellement, ces contraintes n'existent plus. On se parle instantanément en vidéo à très haut débit, je sais pas combien de kilomètres l'un de l'autre. C'est le genre de truc où si ça avait existé au siècle des Lumières, on n'aurait pas eu nos constitutions actuelles. Mais actuellement, on voit qu'on n'a pas remis à jour nos constitutions. Il n'y a même pas eu un tel effort, en fait. C'est pas qu'il y a eu un effort et qu'il a raté, ou on a eu un effort, ça n'a pas marché, on est revenu sur le modèle d'avant. Il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. On a juste arrêté de voir ce problème comme étant un problème d'ingénierie, et je trouve que c'est excessivement dommageable. C'est la même chose sur les marchés. Actuellement, on voit pas du tout concevoir des marchés, des régulations pour les marchés comme un problème d'ingénierie. La plupart approchent ça comme étant un problème moral. Les marchés, c'est bien et les marchés, c'est mal, quoi. Soit les marchés, ils sont gentils, soit les marchés, ils sont méchants. Soit les capitalistes, ils sont gentils, soit les capitalistes, ils sont méchants. Et ici, je trouve qu'il y a vraiment un manque de voir ça comme un problème de conception, qui est quelles sont les contraintes qu'on a en tant que collectivité, en tant que patrie, en tant que région, en tant que humanité, quelles sont les contraintes qu'on a qu'on voudrait que les marchés satisfassent. Et on peut négocier sur les contraintes. Et ici, on va avoir des questions politiques. À quel point on veut que ça favorise les populations défavorisées? À quel point on est prêt à se prendre un coup en efficacité pour avoir de l'égalité sur le court terme? Et tout ça, c'est des considérations politiques. Et une fois qu'on est d'accord sur ça, on peut réfléchir aux implémentations qui vont satisfaire ces contraintes. Alors qu'actuellement, c'est pas du tout ce qui se fait. Tout le monde est excessivement myopique quand on parle de ça, très court-termiste. C'est si une propriété des marchés a l'air d'aller dans le sens de ma politique, ça veut dire que le marché est bien. Si ça a l'air d'aller dans la direction opposée, ça veut dire qu'il est pas bien. Et pareil pour les gouvernements, etc. Et en fait, il y a absolument pas d'ingénierie dans cette pensée-là. Et je trouve que c'est très dommageable. Et on a la même chose sur l'intelligence artificielle, où on a de la sûreté qui est faite, mais cette sûreté, elle est très, très, très superficielle. On est est-ce que ces IA nous aident à concevoir des armes biologiques? Est-ce que ces IA profèrent des insultes racistes? On n'est vraiment pas sur le niveau de à quoi ça ressemblerait des IA qui nous aident en tant que société, qui nous aident en tant qu'humanité, et comment on conçoit des systèmes qui vont dans ce sens-là. Et de mon point de vue, c'est vraiment un travers qu'on a. On fait plus vraiment cet effort d'ingénierie des systèmes intelligents. On est très court-termiste, très politisant sur des sujets qui sont pas les bons, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que je me rappelle, tu as mentionné dans un podcast, ça devait peut-être être, je sais plus lequel, mais t'avais mentionné que t'avais fait une sorte d'expérience de pensée où tu disais, si demain on devait écrire une constitution pour un gouvernement mondial, par exemple, à quel point on serait content de l'implémenter, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît impossible d'imaginer les gens se mettre d'accord et se dire, OK, c'est parti. En fait, on a juste plus du tout cet aspect d'ingénierie.
Et on s'en rend compte parce qu'on a vraiment le ressenti que si demain on mettait une constitution mondiale, ça se passerait mal. On voit qu'avec nos mentalités actuelles, n'importe quelle solution qu'on apporterait serait forcément mauvaise. Oui. Et ça, je pense que c'est très significatif. Tu vois, on revient à la question de tout à l'heure qui était si demain on a une IA générale de remplacement, est-ce qu'on s'attend à ce que ça se passe bien? Et pour moi, la réponse c'est la même à si demain on a une constitution mondiale, est-ce qu'on s'attend à ce que ça se passe bien, etc., etc. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un problème similaire, quoi. Ouais, en fait, on est d'une manière générale l'alignement n'est pas aligné. Beaucoup de systèmes sont pas alignés avec l'humanité ou le bien commun, etc., ou un futur assez lointain, prospère, etc. Et donc, forcément, ça se répercute sur la discipline de l'alignement de l'IA. Alors après, c'est peut-être un multiplicateur, l'IA, puisque on s'attend à ce que ce soit quelque chose de puissant qui pourrait accélérer plein de choses. Je t'ai déjà entendu parler aussi de dire qu'il faut que l'alignement il est dans un stade pré-paradigmatique. Donc ouais, qu'est-ce que ça veut dire par là? Est-ce que ça veut dire finalement que c'est une sorte qu'on n'a pas encore une science de l'alignement qui est carrée? En fait, c'est un concept qui vient de l'épistémologie, donc c'est l'étude de la connaissance, de comment on acquiert la connaissance, des méthodes scientifiques, etc. Et l'idée d'un domaine pré-paradigmatique, c'est un domaine où on n'a pas encore établi les méthodes d'étude. Donc, par exemple, si demain on doit faire de l'ingénierie pour des nouvelles constitutions, pour les marchés ou ce genre de choses, on n'a pas encore de méthode standard. Ça va être très expérimental et une grosse partie de ce qu'on va faire, ça va être d'essayer de se mettre d'accord sur des méthodes, ça va être d'essayer de gérer ça va être d'essayer d'expérimenter et pas expérimenter pour avoir des bons résultats, mais juste expérimenter pour voir ce qui se passe et ensuite pouvoir se réorienter. Et c'est ce qu'on entend par pré-paradigmatique. C'est un domaine, on n'a pas encore fait tout ce travail d'établissement de fondations solides pour pouvoir l'étudier de manière rigoureuse. Rigoureuse, ça veut pas forcément dire mathématique, mais au moins, par exemple, réplicable. Genre, si on doit comparer deux systèmes de marché, comment on fait ça? Si on doit comparer deux constitutions, comment on fait ça? Etc., etc. Est-ce que alignement et contrôle, tu considères qu'il y a un pont entre les deux concepts? Est-ce que c'est lié? Parce qu'on entend parfois parler d'alignement de l'IA et aussi de contrôle de l'IA. D'ailleurs, contrôle IA, tu fais partie t'es un membre advisor de ça. Parce que voilà, par exemple, la question est-ce qu'on peut contrôler un système plus intelligent que nous? C'est quelque chose qui peut revenir dans le discours. Et voilà, je pense que c'est une des questions fondamentales, en tout cas pour moi, parce que je me dis, ça paraît quand même un peu compliqué de se dire, ok, dans un temps limité, pas forcément dans les 10, 20 prochaines années, mais sur un siècle, sur 1000 ans, est-ce qu'on peut vraiment contrôler quelque chose de plus intelligent que nous? Ça me paraît être assez peu probable, quoi. Ouais. Après, c'est le point. Il y a plein de manières de contrôler différents systèmes. Une manière de les contrôler, c'est de, comment on dit, bloquer leurs capacités. Et du coup, dans ce cadre-là, on n'a pas de système qui soit plus puissant que nous. C'est le point. On les empêche d'exprimer ces capacités, d'avoir ces capacités en premier lieu, etc. C'est une manière de contrôler. Ensuite, le contrôle, c'est une manière de s'assurer de l'alignement. Par exemple, c'est un point qu'on a dans nos constitutions, c'est on veut avoir des systèmes qui s'assurent du contrôle d'autres systèmes, donc des pouvoirs, des contre-pouvoirs. On veut avoir des marchés, mais on a la politique qui est par-dessus les marchés, qui peut réguler les marchés. Donc ça, c'est une autre manière d'avoir du contrôle. Et ces manières d'avoir du contrôle, ça permet ensuite d'aligner les marchés. On a aussi des méthodes d'alignement qui sont, on va dire, un peu moins formelles. Par exemple, un truc qu'on peut faire entre humains, c'est se mettre en couple. Et il y a un truc qui se passe quand on se met en couple, c'est souvent on adopte les valeurs de notre partenaire. Il y a des choses qui nous étaient pas importantes et qui nous deviennent importantes parce que c'est important pour l'autre. Et c'est pas juste qu'on y tient parce que l'autre y tient, c'est aussi l'autre en fait change qui on est, à tel point que, je sais pas, même après un divorce ou même après un accident où l'autre vient à mourir, on continue de porter intérêt à ces choses-là. C'est vraiment nous qui avons changé. Ça, c'est une méthode d'alignement qui est pas basée sur du contrôle, qui est vraiment basée sur changer les valeurs de l'entité. Et du coup, c'est un truc qu'on arrive à faire de manière plus ou moins informelle entre humains. Une autre manière de faire ça, c'est éduquer les enfants, avec toutes les limites que ça a. Ça, c'est tous les parents qui apprennent lors de l'adolescence qu'en fait, l'alignement avec leur enfant, c'était très relatif. Et qu'ils avaient beaucoup moins de contrôle, justement, que ce à quoi ils s'attendaient. Et que peut-être que essayer de contrôler, c'était pas la meilleure chose à faire pour un enfant. Ouais. C'est des trucs qu'on a avec les humains
mais qui se sont opérés sur des millions d'années d'évolution, sur des dizaines de milliers d'années d'évolution culturelle, etc., etc. On n'a pas vraiment ça avec les intelligences artificielles. Souvent, quand des gens parlent d'alignement, il y en a beaucoup qui font référence à ça, c'est pas forcément faire en sorte que ces systèmes nous soient bénéfiques, mais c'est faire en sorte que ces systèmes aient vraiment envie de nous être bénéfiques. Personnellement, moi, je pense que c'est confondre une méthode et un but, parce que notre but, c'est que les systèmes soient bénéfiques. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très facile de concevoir un système qui veut nous être bénéfique, mais qui nous est détrimental. Ça, c'est un truc qui arrive très souvent. Je pense que c'est arrivé à tout le monde dans sa vie de se faire avoir par quelqu'un qui veut notre bien. C'est un truc commun, encore une fois, avec les enfants et les parents, hein, c'est normal. L'enfant veut quelque chose, le parent veut le bien de l'enfant, mais qui n'est pas ce que l'enfant veut. Ça fait une belle jambe à l'enfant d'entendre « oui, mais je fais ça pour ton bien ». Il peut y avoir la même chose dans des couples toxiques, etc., etc. Et il peut aussi avoir la même chose juste quand quelqu'un est pas très intelligent, quoi. Si une personne qui est pas très intelligente veut le bien d'une autre personne, c'est très important que la première personne n'ait pas de pouvoir. Parce que sinon, elle va juste faire des mauvais choix. Elle va le faire avec de très bonnes intentions, mais de très mauvais choix. Et le problème, c'est qu'on a la même chose avec les intelligences artificielles, notamment avec les systèmes agentiques, etc., etc. D'un côté, on a les capacités du système, et de l'autre côté, on a la tendance au système à vouloir quelque chose. Et actuellement, on a des systèmes qui sont beaucoup plus puissants que ceux qui peuvent d'eux-mêmes contrôler, quoi. Et du coup, on se retrouve avec des systèmes qui sont relativement incohérents, qui sont difficiles à bien orienter, mais qui restent quand même très puissants. Donc ça, c'est aussi un autre problème qu'on peut avoir. C'est pour ça que l'alignement au niveau de changer les valeurs d'une entité directement est assez compliqué, parce que pour s'assurer que ce soit bénéfique, il ne faut pas juste que les valeurs soient changées, il faut aussi que la réalisation des valeurs, que tout le système d'implémentation de ces valeurs, etc., etc., soit aligné aussi. Et donc là, on retourne dans l'ingénierie de systèmes intelligents, etc. Ouais, il y a aussi le fait qu'il faut que ça soit capable de sauter, de maintenir l'évolution de cette entité qu'on construit, parce que vu que c'est potentiellement sujet à l'amélioration, si ça tient pendant une génération puis que la prochaine le truc saute et qu'il devient désaligné, c'est pas tellement terrible. C'est un petit peu finalement ce qui se passe avec les enfants, quand ça devient un adolescent, il y a des préférences qui changent, tout à coup voilà, respecter ce que papa et maman disent, c'est peut-être pas intérêt. Et puis voilà. On peut avoir ça à plein de niveaux différents. Une personne au fur et à mesure des années, une famille au fur et à mesure des générations. C'est très commun. Et aussi, par contre, ça me fait penser, parce que tu disais que l'idée d'alignement, c'est entre humains, par exemple, l'idée du couple, c'est un exemple assez intéressant, parce qu'on change des valeurs de l'autre, de manière bénéfique, etc. Mais on voit. Ouais, c'est vrai que pas toujours bénéfique. C'est juste, ça arrive. Je suis purement descriptif ici. Hein. C'est vrai. Mais on voit rarement ça. Par contre, entre espèces, notamment s'il y a un énorme écart d'intelligence, quoi. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui aiment leur chien, leur chat. Je sais pas si on pourrait dire qu'ils partagent les mêmes valeurs, surtout après la disparition du chat ou du chien. Mais je pense que ça peut arriver si un chien, comme on appelle ça, son panier favori, même après la disparition du chien, ça va toujours nous faire quelque chose le panier, pas parce qu'on en a quelque chose à faire, mais parce que le chien en avait quelque chose à faire. Je pense qu'on a quand même ça en tant qu'humain, quoi. J'ai l'impression que le mot c'est amour, hein, finalement, que dans ces cas-là. Et faudrait on crée des IA qui nous aiment. D'un point de vue ingénierie, je sais pas comment on fait, mais ouais. Exactement. Non, mais c'est ça le truc. C'est que, en fait, c'est ce que je disais plus tôt, l'amour, c'est l'un de ces mots où c'est très évocateur. Mais quand on essaye d'opérationnaliser ça, en fait, c'est très, très compliqué. On n'a pas on n'a pas une compréhension mécanique de l'amour. Et c'est pas que c'est impossible. Je pense que c'est clairement possible en théorie d'avoir une compréhension mécanique de l'amour. Mais actuellement, en tant qu'humain vivant en 2025, on ne l'a pas. Actuellement, l'amour, ça reste un truc où on a des intuitions, mais qu'on n'arrive pas à capturer précisément avec des modèles scientifiques, mathématiques ou non, quoi. Et du coup, ça fait que ce genre d'approche, de mon point de vue, ça marche pas. Si on avait vraiment cette compréhension scientifique de l'amour ou d'ingénierie ou ce genre de choses, je serais beaucoup plus optimiste pour ce genre d'approche. Mais actuellement, quand des gens parlent de faire en sorte que les IA nous aiment, je suis en mode... essaye de faire en sorte que ton gouvernement t'aime, tu vois, et après on pourra parler des IA. Mais déjà, juste prends un gouvernement ou un groupe qui est fait d'humains et fais en sorte que ce groupe t'aime et ait une compréhension d'un processus qui te permette d'avoir ça.
Si tu as ça de manière, comment dire, fiable et répétable, on pourra parler des IA. Mais en attendant, je pense que le concept est très séduisant parce que tout le monde aime l'amour. C'est normal, on est humain. Ouais. Mais on n'a pas les méthodes. Surtout les Français. Je sais, mais les Français, le romantisme, c'est le cliché. Il y a énormément de types d'amour. On parlait de l'amour pour un chien, c'est pas de l'amour romantique. Enfin, j'espère. Non. Du coup, non, il y a énormément de types d'amour et ça fait partie justement de cette opérationnalisation. C'est par exemple quand les gens parlent d'amour, forcément, ils vont avoir par exemple en tête l'amour romantique, alors que on voit c'était pas la chose dont on parlait. Et ça montre que même d'une minute à l'autre, vu qu'on n'a pas cette compréhension mécanique et scientifique, on peut s'auto-confondre en fait très rapidement. C'est même si... pour ça. Vas-y. Non, j'allais dire, même si on arrive finalement à avoir des IA qui nous aiment, on peut aussi imaginer des scénarios où ça peut mal tourner parce que il y a des formes d'amour qui sont pas souhaitables, quoi. Les amours possessifs ou des choses comme ça. Obsessionnelles. Non, ça faisait partie des choses dont on a parlé. Même à partir du moment, parce que ici, quand on parlait d'amour, le truc qui nous intéressait, c'était le partage des valeurs. Alors qu'il y a plein d'autres choses avec l'amour qui ont rien à voir avec du partage de valeurs. Ok. Et donc, pour en revenir aussi, donc maintenant, ce que j'entends des fois, ouais, c'est vrai que quand on écoute ce que disent les leaders des labos d'IA les plus puissants, OpenAI, Anthropic, Google, et on leur demande c'est quoi leur projet pour l'alignement de leur système. Généralement, des fois, ils vont dire on va créer des IA pour nous aider à aligner les prochains modèles. C'est un peu les poupées russes, quoi. Et comment t'analyses ça? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce qu'il y a des potentiels? Ou c'est finalement un dead end? Ça va mener nulle part. Je sais plus comment on appelle ça. Scalable alignment. Comme ça. Oui, il y a énormément de noms différents. Il y a plusieurs manières de voir la chose. La première, c'est si on sait faire de la recherche en alignement et par exemple, c'est un truc, ça devient un domaine paradigmatique, etc., etc. À ce moment-là, l'automatiser, ça devient beaucoup plus simple. C'est ce dont on parlait plus tôt quand on parlait de l'IA générale, on parlait de l'IA de remplacement. Donc ce serait, on a des chercheurs en alignement qui savent déjà ce qu'il faut faire, ils savent ce qui est de la bonne recherche, ce qui est de la mauvaise recherche, ce qui constitue comme étant du progrès, ce qui n'est pas constituant comme étant du progrès, et on automatise de plus en plus leur travail. Je pense qu'en théorie c'est possible, c'est juste qu'on est très très loin d'un domaine paradigmatique. Par exemple, on parlait de l'amour. Si on avait des définitions mécaniques de l'amour, etc., etc., qu'on comprenait scientifiquement exactement ce que c'était, quelles sont les différentes composantes, quelle est la composante qui est échanger nos valeurs, implémenter les valeurs, etc., etc., à partir de ce moment-là, tout ça, ce serait cadré, on saurait comment mesurer tout ça, on aurait déjà des ingénieurs qui essayent d'implémenter des IA qui nous aiment, et ce programme-là, ce serait d'automatiser ce travail d'ingénierie. C'est pas le cas actuellement. Donc ça, je pense que c'est une première manière de voir la chose, qui est le paradigme de l'IA de remplacement. L'IA de remplacement, c'est pas de la magie. L'IA, c'est pas de la magie. C'est si on sait faire un truc, on peut le remplacer. Mais si on sait pas le faire en premier lieu, on peut pas juste conjurer la solution. À minima, il faut qu'on ait suffisamment de compréhension du domaine pour reconnaître des bonnes solutions ou non. Si on est confus même sur les termes à utiliser, on est très loin de reconnaître une solution ou non. Si demain, je retourne dans l'Antiquité grecque et je donne les équations de la mécanique quantique, ça leur fait une belle jambe. Ils pourront pas distinguer les équations de la mécanique quantique que des élucubrations d'un fou en ligne ou que de l'alchimie qui était faite au Moyen-Âge ou ce genre de choses. Et du coup, là, il y a le même problème. Donc ça, c'est une première manière de voir la chose, le problème du scalable alignment. L'autre, c'est on a déjà des instances de mauvais alignement, de misalignment, de disalignment, ça dépend, plein de gens l'appellent de plein de manières différentes. On a déjà des systèmes qui n'agissent pas dans notre intérêt. On a déjà des contradictions dans ce que les systèmes ont comme instruction. Par exemple, on parle du triple H, le harmlessness, helpfulness et honesty. Par exemple, pour être helpful, pour aider quelqu'un, souvent ça implique d'être harmful, quand il faut défendre les intérêts d'une personne, par exemple. Et du coup, on n'a pas de résolution dans ce genre de situation. On a les problèmes entre l'honesty, entre l'honnêteté et la tendance à aider. C'était tous les problèmes de sycophance. Comment on dit en français? Sycophance? Ouais, je sais même pas. On a un sycophant. Fanatisme, je sais pas, peut-être pas. Non, c'est pas le fanatisme. La sycophancie, c'est le fait de toujours approuver ce que quelqu'un dit. Ouais. Approbation à outrance. Lèche-cul, on dit en français. Ouais, c'est ça, le lèche-cuisme. C'est ça. Et du coup, on a des contraintes de lèche-cuisme et on a des contraintes d'honnêteté et les deux se fight.
on a des contraintes de politiquement correct, des contraintes d'honnêteté, et les deux se fight. Et du coup, en fait, on a déjà énormément de problèmes d'alignement qui sont pas résolus. On a une énorme pile de problèmes d'alignement qui sont pas résolus. Et du coup, ça, c'est un autre truc du scalable alignment. C'est que le scalable alignment, ça marche si on suppose que les modèles actuels sont alignés. Et ensuite, on les utilise pour aligner ceux d'après, pour aligner ceux d'après, pour aligner ceux d'après. Mais actuellement, on n'a pas cette base, en fait, de modèles alignés. On a plutôt un backlog, une liste de problèmes d'alignement à résoudre qui sont toujours pas résolus. Et du coup, la thèse du scalable alignment, c'est toujours présenter comme on prend des trucs alignés et ensuite, ça nous permet d'avoir des trucs alignés qui restent alignés au fur et à mesure de l'amplification des capacités. Mais en pratique, dès qu'on les met devant ces problèmes d'alignement, on a en fait, ah oui, mais non, d'accord, c'est pas aligné, mais c'est suffisamment aligné vu qu'il n'y a pas de catastrophe ou ce genre de choses. Et du coup, ça va s'améliorer au cours du temps. Et là, ça devient beaucoup plus bancal. Je pense que c'est les deux manières de voir la chose. Et après, on peut rentrer dans des questions qui sont beaucoup plus techniques. Mais en première approximation, tu sais, c'est ce que je te disais plus tôt, hein, c'est tu regardes ce qui s'est passé les 10 dernières années et à partir de là, tu prévois. Est-ce qu'on a mécanisé l'alignement? Est-ce qu'on a une compréhension mécanistique de l'alignement? Est-ce qu'on a des gens, des ingénieurs de l'alignement qui savent exactement ce qu'ils font, qu'on essaye à automatiser? Non. Bon, du coup, cette approche, elle marche pas. Est-ce que les systèmes actuels, depuis 10 ans, ils sont alignés? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est aligné? Est-ce que ChatGPT s'est aligné? Est-ce qu'on n'a pas les problèmes de sycophance, etc.? Bah, on a toujours ces problèmes, ces systèmes sont pas alignés. Donc, est-ce qu'on s'attend à ce que ça soit aligné dans 10 ans avec les mêmes méthodes? Non. Ouais. Donc, c'est toujours la même chose. En première approximation, on peut toujours avoir des analyses très complexes, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir en tête qu'en première approximation, il va juste continuer de se passer ce qui s'est passé. On a eu des alignements catastrophiques avec les réseaux sociaux, ça va empirer. Ouais, ça s'est pas amélioré, on s'attend à ce que ça empire. Si demain, on était dans un monde où on arrive à créer, à concevoir et à implémenter des algorithmes de réseaux sociaux qui sont très bénéfiques pour la société, où quand tout le monde interagit dessus, les gens deviennent plus intelligents, les gens arrêtent de perdre leur temps, les gens engagent avec la société civile leurs institutions, bah, dans un monde comme ça, je pense qu'on sera beaucoup plus positif sur si demain on doit faire une constitution globale, si demain on doit aligner des marchés ou si demain on doit aligner une IA. Mais actuellement, c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai que c'est bonne perspective à avoir sur la situation. Est-ce que aussi le fait que ces systèmes, finalement, c'est des boîtes noires, quoi. C'est des énormes quantités de nombres. On sait pas trop comment ils se multiplient et on obtient un résultat à partir d'un nombre incommensurable de données et de puissance de calcul. Est-ce que tout ça rend finalement la tâche extrêmement compliquée? Finalement, l'architecture des systèmes rend fondamentalement un alignement, une étude de l'alignement, le processus d'ingénierie de l'alignement presque impossible, je vais pas dire impossible, mais très, très compliqué, plus compliqué que si c'était peut-être des modèles symboliques experts comme avant on avait. Personnellement, je suis plus sceptique de ce genre d'argument. Okay. On avait des systèmes experts, on en a toujours, hein. On avait les mêmes problèmes, hein. Ouais, on avait des systèmes bugs, de conception de systèmes intelligents, etc. Si on veut concevoir des systèmes intelligents qui sont utiles pour notre société, etc., à base de systèmes experts, on a toujours tout ce problème de mécanisation de l'alignement, de l'ingénierie de systèmes intelligents qu'on n'a toujours pas résolu. Donc, ça fait une difficulté technique en plus, mais on a déjà des humains, où les humains sont, pour la plus grande part, des boîtes noires, etc. En fait, à part nous-mêmes, tous les autres, ce sont des boîtes noires, hein. En vérité, t'as pas accès à la mienne. Mais on est aussi des boîtes noires pour nous-mêmes à bien des égards, quoi. Quand on voit on est d'accord, on n'a pas une introspection parfaite, on n'est pas tous des bouddhas spirituels, zen master ou ce genre de choses. Je suis complètement d'accord. Mais mon point, c'est pas parce qu'on n'a pas une capacité d'introspection parfaite qu'on devrait abandonner la conception de systèmes intelligents à base d'êtres humains. Et de la même manière, c'est pas parce qu'on a pas une capacité d'inspection parfaite de ces IA qu'on devrait abandonner l'idée de conception de systèmes intelligents, de mécanisation de l'alignement, etc. Mm-hmm. Et de la même manière qu'on avait des systèmes experts, ça ne veut pas dire qu'on avait résolu l'alignement. Donc ça, c'est un argument où Ça change pas grand-chose finalement, ouais. Ouais, au contraire, je pense que je ne sais pas comment on appelle ça, un red herring. Ah ouais, un oiseau, c'est un oiseau rouge, le red herring. Comment on dit? Non, un poisson, le hareng rouge, mais c'est une distraction, en fait. Ouais. Et pourquoi je dis que c'est une distraction? Parce que par exemple, si on réfléchit de cette manière-là,
On va pas spécifiquement faire de l'ingénierie de l'alignement. Et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent de cette manière-là et qui, à la place de faire de l'ingénierie de l'alignement, de rendre ça comme étant un domaine paradigmatique ou ce genre de choses, ces gens-là font par exemple de l'interprétabilité mécanistique. Alors que ça nous gagne pas beaucoup. Je sais pas, t'as vu que ton IA, elle a pensé à pieuvre pendant qu'elle était en train de faire son truc. Ok, ça fait une belle jambe. C'est de la même manière, on a des bureaucraties, on doit aligner ces bureaucraties. On peut avoir tous les formulaires qui sont transités d'un bureau à l'autre de manière parfaitement claire, parfaitement écrite en langue naturelle, etc. Ça rend pas spécifiquement la tâche d'alignement de la bureaucratie plus simple, quoi. Et donc, peut-être, si tu pouvais parler de cognitive emulation et puis parler d'une manière générale des projets de conjecture pour essayer de contribuer à ça. En quoi ça consiste, cognitive emulation? Là, actuellement, on n'est plus trop dans la recherche technique, mais pendant qu'on travaillait là-dessus, je peux raconter ce sur quoi on travaillait. En gros, le but pour nous, c'était de construire une alternative au paradigme actuel d'amélioration des capacités de l'intelligence artificielle. Actuellement, quand on a un système qui sait pas faire quelque chose, en gros, on est bloqué. La chose à faire dans ce cadre-là, c'est attendre la prochaine itération, la prochaine génération, le GPT-6 ou ce genre de choses, et espérer que ce système-là résolve le problème. Il y a énormément de problèmes avec cette approche. La première, c'est une absence complète de contrôle. La seconde, c'est qu'on crée des boîtes noires de plus en plus grosses. On peut pas prédire ce qu'elles vont faire ahead of time, etc. Et ça, indépendamment de l'alignement, ça reste dangereux. Si on fait un avion, on veut pouvoir prédire où il va. Si on fait un missile, on veut vouloir prédire où il va, etc., etc. Donc, il y a énormément de problèmes avec l'approche actuelle. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une alternative à ça? Mettons qu'il y a une tâche que les IA actuelles ne puissent pas implémenter. Est-ce qu'on peut décomposer cette tâche en processus cognitif qu'on peut implémenter avec les IA actuelles et à partir de ça, réimplémenter la tâche? Et ensuite, est-ce qu'on peut automatiser ce processus? Supposons qu'on arrive à le faire manuellement sur un panel de tâches suffisamment large, qu'on ait une ingénierie de ça, qu'on ait une compréhension d'ingénieur de comment implémenter une nouvelle tâche. Du coup, à partir de ce moment-là, ce serait possible de l'automatiser. Donc, c'était sur le genre problématique qu'on travaillait. On a eu plein d'approches différentes. On a eu des approches à base de pseudocode. Donc, prendre une tâche, la décomposer en pseudocode et les faire implémenter par des modèles, etc. On avait fait beaucoup de trucs à base d'utilisation d'outils, où maintenant c'est très standard, mais à l'époque, c'était balbutiant. On a fait beaucoup de choses, d'études de fine-tuning. Donc, on a un modèle qui n'arrive pas à faire un truc. Est-ce qu'on peut le fine-tuner pour une tâche? Et est-ce qu'on peut créer une méthode de fine-tuning ad hoc pour une tâche pour l'enseigner, pour lui enseigner? Et du coup, c'était ce genre de choses qu'on faisait. C'était vraiment décomposer la cognition et faire en sorte de pouvoir, enseigner au modèle des capacités manquantes, une par une, etc., plutôt que juste réentraîner un modèle plus gros et espérer que ça passe, quoi. Ok, ouais, je vois l'idée. C'est un apprentissage aussi. L'idée, c'est que si on avait ça, ça aurait présenté une alternative convaincante. Pourquoi? Parce que on aurait un truc qui soit beaucoup plus contrôlable. Quand un modèle résout un problème, au lieu de tirer à pile ou face, est-ce que l'agent va faire un truc qu'on veut? On a une recette, un algorithme, un pseudocode qu'on peut débugger. C'est aussi plus intéressant parce que quand un modèle manque une capacité, on aurait pu l'implémenter directement au lieu d'avoir à attendre la prochaine génération et espérer. Donc on a eu quelques progrès sur l'agenda, c'est juste pas suffisamment rapidement, quoi. Ok. Donc du coup, dernier mot peut-être pour ceux qui n'écoutent et pour l'humanité en général. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Est-ce que déjà il faudrait à l'échelle internationale arrêter le progrès de faire des énormes modèles frontières comme ça, juste poser le machin? Est-ce que tu soutiendrais peut-être une pause internationale? Et qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, s'ils ont des compétences techniques ou policy ou etc., est-ce que tu les conseilles d'où s'orienter, quoi? Conseil général en fait pour ceux qui veulent contribuer. Ouais, forcément, je recommande Control AI. Donc, il y a la newsletter, il y a le serveur Discord et il y a des adresses de contact. Donc, si des gens veulent contribuer, il y a ça. Il y a une autre communauté aussi qui est celle de Pose AI. Il y a un site qu'on a créé il y a pas longtemps qui est Microcommit. Donc ça, c'est pour les gens qui ont moins de temps, pas forcément des heures par semaine, mais genre 10 à 15 minutes par semaine à dédier. Microcommit.io, je recommande. C'est une espèce de newsletter où on peut s'enregistrer. Et toutes les semaines, on reçoit genre 5 à 10 requêtes. Et ensuite, on dit juste lesquelles on compte faire, lesquelles on compte pas faire. C'est tout. Et si on fait pas juste une phrase de pourquoi,
Par exemple, je sais pas si dans l'une des requêtes, il y a fait la relecture de tel paragraphe ou contacte telle personne, etc. Je sais pas, il va y avoir un truc genre j'ai pas le temps ou j'ai pas Twitter ou j'ai pas le bouquin ou ce genre de choses, quoi. Okay. Donc c'est un truc qui est très simple, c'est une manière de contribuer. Je pense que c'est important de le faire juste pour le principe de coordination. Même si c'est pour mettre je refuse, avoir quelqu'un qui vient et qui dit je refuse et dit pourquoi, et pouvoir se reposer sur le fait que la personne va considérer les requêtes à chaque fois, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on peut bosser ensemble, hein. Ça veut dire on peut s'attendre à ce que les autres au moins considèrent les requêtes. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. On est tous libres et indépendants. Donc ça, je recommande aussi. Sinon, au niveau international, je pense que éviter le développement de la super intelligence, donc de systèmes qui peuvent nous battre et nous empêcher de les éteindre, bah ouais, c'est une bonne idée. Sûr, ça paraît évident. Donc ça, je suis assez d'accord sur éviter le développement de ce genre de système. Je suis aussi pour pas bannir, mais au moins réguler les précurseurs à ce genre de système. C'est là où on parle par exemple de plus gros training ou ce genre de choses. Il y a énormément de précurseurs, mais après on rentre dans des choses un peu plus techniques. Et sinon, de manière générale, je pense que c'est important d'interagir avec ces institutions, que ce soit contacter, comme on dit, ces parlementaires locaux, courrier au président, comme on dit, participer aux réunions de section de son parti politique. C'est plus PS et UMP, mais tu vois ce que je veux dire, que tu sois de gauche, de droite ou macroniste, juste ou LFiste ou RN actuellement, participer, comme on dit, aux réunions du parti et faire passer le problème. Je pense que c'est un truc qui est assez important. De manière générale, pas être un connard. Bon conseil. Non, mais c'est con, mais il y a énormément de gens, quand ils trouvent un problème important, ils pensent que c'est très important d'insulter les gens de l'autre côté. Je pense pas que ce soit très productif comme manière de faire avancer les choses. Oui. Genre, si t'es pour une pause de l'IA, je pense pas que dire tous ceux qui sont en désaccord avec moi, c'est des cons, ce soit très productif. Donc, civilité. Voilà, c'est ça. Je dis ça avec un air un peu facétieux, mais je le pense sincèrement. Je pense que ce sont pas de bonnes choses à faire, et je pense que c'est le cas pour n'importe quel problème, hein. C'est pas que sur l'IA. Je pense le fait que les réseaux sociaux, comment dire, favorisent ce genre de comportement est vraiment très détrimental à nos sociétés, quoi. Oui, carrément. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ça, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir voilà pendant plus d'une heure répondu à mes questions. Je pense que c'était vraiment fascinant d'avoir pris le recul comme ça sur ce problème de l'alignement. Et ben j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller plus loin, regarder les ressources que je vais mettre dans la description que tu as mentionnées. Et je te souhaite la bonne continuation en tout cas dans tes projets. Merci beaucoup.